pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais réagir à une vidéo que vous m'avez envoyée sur Instagram. C'est la vidéo de Manon Cadratu. Alors j'espère que je prononce bien son nom, sinon bah désolée. C'est une vidéo qu'elle a fait en IGTV sur Instagram avec sa sœur qui est diététicienne nutritionniste il me semble. Mais vous m'avez envoyé cette vidéo sur Instagram parce qu'apparemment il y a des choses qui ne vous conviennent pas, donc vous m'avez demandé de réagir et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais mettre la vidéo juste ici, donc moi je vais me décaler, je vais mettre mes écouteurs, je me suis pas encore spoilé la vidéo, donc je vais pouvoir réagir directement avec vous. Petite précision, je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit, je suis là uniquement pour donner mon envie, mon avis, donc je ne vais pas dire que la personne qui parle a tort ou qu'elle a raison en fait, je vais juste dire si je suis d'accord avec elle ou si je suis en désaccord et j'argumenterai à chaque fois. Vous pouvez être pas d'accord avec ce que je dis, vous pouvez le dire en commentaire, il n'y a aucun problème. Sachez que je le répète tout le temps, mais le gros problème dans le métier de la diététique, c'est que les choses évoluent souvent et il y a des personnes qui ne se tiennent pas forcément à jour. Sachez qu'il y a beaucoup de désaccords et que c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut aussi vous faire votre avis par vous-même. Allez, c'est parti, on va regarder cette vidéo. Je prends mon téléphone parce que c'est sur Instagram. Hello tout le monde! Je vous présente ma grande sœur. Je vous avais souvent parlé d'elle. Elle est diététicienne et nutritionniste. Je vais passer tout ça. Alors attention, c'est seulement les réponses aux questions, c'est l'avis de ma sœur. Après, chaque nutritionniste, diététicienne a son propre avis. Très bien, c'est l'avis de sa sœur et moi je vais donner mon avis. Hein, il n'y a rien de méchant. Première question, il faut manger des glucides pour ne pas être fatigué? Les glucides sont nécessaires. Alors moi je privilégie toujours, je préconise toujours de pouvoir les manger plutôt le midi et pas le soir. Il faut toujours penser le soir, on va se coucher et on stocke. Donc il est préférable de manger les glucides, bien sûr, tout ce qui est féculent, le midi. En sachant très bien que les féculents sont vraiment primordiaux dans la journée, d'autant plus. Je coupe tout de suite. Alors, effectivement, tout commençait bien. Je suis d'accord avec le principe que les féculents sont une véritable source énergétique, c'est-à-dire que c'est le nutriment qui est fait principalement pour nous apporter de l'énergie, que ce soit pour faire du sport, que ce soit pour créer du muscle, que ce soit pour digérer, que ce soit pour respirer. Bref, notre corps a besoin d'énergie pour faire plein de choses. Là où je suis pas d'accord, c'est quand elle commence à dire qu'il faut privilégier les glucides le midi et pas le soir. Tout simplement parce que le soir effectivement on va se coucher mais notre corps il a quand même besoin d'énergie. Quand tu dors, ton corps n'est pas en mode off, il est en veille. Certes il a besoin de moins d'énergie parce que du coup il fonctionne un petit peu de manière plus ralentie, mais le corps a quand même besoin d'énergie. Autre chose, manger des glucides le soir, ça a été prouvé, ça augmente la biodisponibilité du tryptophane. Le tryptophane c'est un acide aminé qui est précurseur de la sécrétion de mélatonine. La mélatonine c'est l'hormone du sommeil comme on l'appelle, mais également de sérotonine, l'hormone du bonheur. Donc en gros, manger des glucides le soir, ça permet de favoriser l'endormissement. Alors je parle pas de manger 15 kg de pâtes, hein, y a pas de souci. Les quantités bien évidemment ça joue énormément. Deuxième chose, il faut bien penser que tout le monde est différent. Il y a, première chose, il y a des personnes qui vont s'entraîner et faire du sport le soir. Donc ces personnes-là, elles ont pas spécialement besoin de beaucoup d'énergie le midi, mais elles vont avoir besoin d'énergie plutôt autour de la séance. Donc 1h30 avant la séance pour avoir de l'énergie pour faire du sport, mais également 1 heure à peu près après la séance pour recharger les réserves énergétiques. Donc c'est pour ça que si vous faites du sport le soir, il faut manger des féculents et donc des glucides complexes le soir. Ça ne fera pas grossir et on ne les stockera pas du tout puisque justement vous avez besoin de recharger vos stocks. Il y a également aussi les personnes qui travaillent de nuit, c'est des personnes qui vont avoir besoin d'énergie la nuit et pas spécialement la journée. Donc pareil là, les glucides et les féculents ça va se manger la nuit. En fait il faut bien partir du principe que tout le monde est différent et il faut arrêter de faire des généralisations en disant qu'il faut pas manger de glucides le soir. Il faut plutôt prendre en compte chaque personne. C'est sûr que si je prends le cas d'une personne qui ne fait pas de sport du tout, qui est sédentaire, qui travaille assise toute la journée, qui rentre le soir, qui a pas spécialement d'activité physique et qui mange et qui va se coucher, là il n'y aura pas de difficulté à ne pas manger de féculents. Par contre on pourra apporter des glucides via les légumes, via les fruits. Il n'y a pas de mal à manger des féculents et même si vous ne faites pas sport, même si vous êtes sédentaire, il n'y a pas de mal à manger des féculents, je le répète, car ça est de favoriser l'endormissement. On reprend la vidéo. Sur le midi, alors le matin sous forme de pain bien sûr, mais le midi très important parce que c'est ce qui va vous apporter l'énergie dans la journée
et en même temps c'est le moteur de vos neurones. Ça c'est pareil, pourquoi le matin sous forme de pain? Je suis pas d'accord. Le matin ça peut être du pain certes, ça peut être de la farine parce qu'on a fait un gâteau la veille et qu'on a envie de manger du gâteau, ça peut être des flocons d'avoine, ça peut être du riz, ça peut être des lentilles si tu as envie de manger des lentilles, enfin bref, voilà, pas que le pain. Alors, comment prendre du poids? C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de prendre du poids que d'en perdre. Parce qu'en général, les personnes qui ont tendance à être trop maigres, bien souvent, elles ont un métabolisme qui brûle beaucoup plus que les autres. On dit que ce sont des personnes qui sont adrénergiques, c'est-à-dire qui sont toujours en mouvement, qui n'arrivent pas à se poser. Donc, il faut mettre en place là un régime hyper calorique. Okay. Avec des calories plus. Par exemple, manger du pain à tous les repas, on va pouvoir boire du sirop, voilà, et on va augmenter les quantités. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'une personne qui a besoin de prendre du poids a besoin d'un régime hyper calorique, mais il faut arrêter de mettre le pain partout. Le pain c'est pas quelque chose d'hyper calorique. Le pain c'est un féculent. C'est exactement pareil que si tu manges du riz, ça remplace les féculents, enfin c'est un féculent. Donc au lieu de manger des pâtes, vous pouvez manger du pain, il n'y a pas de souci. Faut arrêter de dire que le pain fait grossir. Un régime hyper calorique, certes il faut prendre des aliments à densité énergétique élevée, mais le pain n'en fait pas partie. Les aliments à densité énergétique élevée, ça va être tout ce qui est graines de chia, graines de lin, graines de tournesol, tout ça. Ça va être aussi toutes les oléagineux, les amandes, les noix, les machins, parce que ça a une densité énergétique élevée. Ça veut dire que pour une petite quantité, il y a beaucoup de calories. Mais je suis pas vraiment d'accord avec le pain. Le pain, ça accuse toujours le pain, alors que le pain, c'est très bon. Aller chez notre petit boulanger, c'est très bon, ça ne fait pas de mal. Peut-on manger tous les fruits? N'y a-t-il pas trop de sucre dans les fruits? Non, les fruits, ce sont vraiment des aliments fabuleux. Parce que il y a uniquement du fructose. Le fructose, l'organisme va aller le chercher et le transformer en énergie. Il faudrait vraiment arriver à manger au moins 10 fruits par jour pour qu'on ait une petite hausse de sucre dans le sang. Souvent on me dit, pour le goûter par exemple, ne mange pas de banane, ne mange pas de melon parce que c'est beaucoup trop sucré. Alors non, ce sont des aliments, effectivement, parce qu'il y a du fructose, il y a beaucoup de croyances par rapport aux fruits. Normalement, la liste des fruits contenant le plus de fructose, donc la mangue, on va avoir les litchis, on va avoir le raisin, on va avoir la cerise. Sauf qu'on en revient toujours à la même chose. Si on en mange d'une quantité raisonnable, on peut tous les manger et au contraire, c'est très bon pour la santé puisque riche en vitamine C et en fibres pour faciliter le transit. Alors je suis d'accord, vraiment le fruit l'important c'est de varier en fait, on va pas se dire on mange pas du melon ou de la banane parce qu'ils sont plus riches en sucre, ça je suis pas d'accord, d'autant plus qu'il faut faire attention parce que souvent on prend le poids pour 100 grammes en sachant qu'un fruit ça varie. Une banane ça fait généralement 100 grammes, une pomme on peut être facilement autour des 160-170 grammes, donc en fait au final ça va être exactement la même dose de sucre, donc de fructose. Par contre c'est 3 fruits maximum par jour, on va dire en normalité, après ça peut aller à 4 à 5 par jour, faut pas en abuser, il faut favoriser de varier et aussi les légumes parce que souvent on se dit si je mange 10 fruits dans la journée j'ai pas à manger des légumes, mais ce n'est pas la même composition encore une fois. On remet. Faut-il manger des protéines avant ou après le sport? C'est mon avis personnel, je pense qu'il y aura d'autres avis qui sont aussi sûrement bons. Moi je préconise toujours de manger les protéines avant de faire le sport. Parce que ça va permettre de les brûler, mais en même temps ça va apporter l'énergie nécessaire pour faire le sport, bien évidemment. Après, il ne faut pas faire le repas et ensuite faire du sport, parce que là on va être plutôt bien... Ouais, genre du mal à avoir de l'énergie. Voilà, c'est ça. Alors, je suis d'accord dans le sens où faut pas faire un repas et tout de suite faire du sport. Il faut laisser 1h30 entre le repas et le sport. Là où il faut faire attention, c'est que les protéines, on en a besoin avant et après le sport. Avant, alors elle parle d'apport énergétique, donc c'est pas vraiment le rôle des protéines. Donc faut coupler les protéines avec une source de glucides pour justement que les glucides apportent l'énergie avant le sport. Les protéines, elles vont permettre d'éviter de détruire les muscles au maximum. Je ne suis pas coach sportive, mais j'ai des petites notions. En fait, quand vous faites du sport, et notamment des sports de force, pour pouvoir créer du muscle, vous allez déchirer le muscle. Et à partir du moment, c'est pour ça qu'on boit des BCA, ça permet de récupérer. Et après le sport, on vient reprendre des protéines justement pour réparer ces muscles et avoir une meilleure récupération. C'est parti.
Les féculents sont-ils bons ou mauvais et quelle quantité? Alors c'est souvent la question qui revient, comment diviser son assiette? En ce qui concerne la division déjà de l'assiette, il faut prendre son assiette, il faut la diviser déjà en deux. La partie la plus grande, on va la garder pour la viande, le poisson ou l'œuf. La seconde partie, on va à nouveau la diviser en deux. On va avoir les légumes crus et ou cuits que l'on va pouvoir manger à satiété et les féculents. Les féculents, bien sûr, on n'insistera jamais assez, très important le midi. Pause. Alors, c'est pas mon avis du tout là. L'assiette, on la découpe pas comme ça. Je sais pas d'où ça sort ça, j'ai jamais entendu ça. L'assiette, effectivement, on la découpe bien en deux. La moitié qui est seule, c'est pour les légumes plus les matières grasses, donc en gros des petites courgettes sautées avec un filet d'huile d'olive. Et l'autre moitié, on la coupe bien en deux. Donc il y a un quart, c'est les féculents et un quart, c'est les protéines. Moi après souvent, en ce moment j'ai beaucoup besoin d'énergie, par exemple dû au sport que je fais, j'en fais plus qu'avant, donc souvent j'en mange le midi et le soir, mais en petite quantité par contre. Alors si c'est une petite quantité, effectivement, moi je conseille toujours par exemple aux étudiants de continuer à manger les féculents le soir. Oui, les étudiants, les sportifs, ils vont en fait continuer également à étudier, donc ça c'est important, et toujours en faisant attention aux quantités. Est-il bien de pratiquer le jeûne intermittent? Ce jeûne intermittent, c'est bien qu'on puisse en parler parce que très à la mode, oui, et on entend parler dans tous les journaux, etc. En sachant que l'été arrivant, vous allez avoir droit au super régime. Effectivement, le jeûne intermittent, moi je suis pas pour. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on saute un repas, eh bien l'organisme, le repas d'après, eh bien il va stocker. Donc pour moi, le régime intermittent, au mieux, on prend le repas du soir, on ne déjeune pas parce qu'on va se lever tard. Du coup, oui, on va peut-être avoir le repas du midi, mais ça à faire vraiment une fois par mois pour peut-être un petit peu soulager le foie. Alors, je pense que cette personne est un peu mal informée sur le jeûne intermittent. C'est pas quelque chose qu'on apprend durant notre formation. Le jeûne intermittent, ce n'est pas sauter un repas. En fait, le jeûne intermittent, c'est tout simplement prendre son total énergétique et le manger sur une plus courte période que d'habitude. Par exemple, je pratique le jeûne intermittent depuis 3 ans. J'apporte à mon organisme à peu près 2100 calories par jour, que je les apporte avec mon petit déjeuner ou sans, je les apporte quand même sur les autres repas. Là, il n'y a pas de sautage de repas. Je mange autant d'énergie si je prenais un petit déjeuner que si je fais le jeûne intermittent. Deuxième chose, le jeûne intermittent, c'est un mode de vie. C'est absolument pas à pratiquer une fois par mois ou une fois par semaine. C'est dans ces moments-là, ou à partir du moment où on le pratique que de temps en temps quand on veut, notre corps n'a pas l'habitude et il prend ça pour un sautage de repas. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à se mettre en mode guerre, voilà, et qu'il va commencer à stocker. Mais vraiment, le jeûne intermittent, il faut bien comprendre que c'est un mode de vie et que ça se fait tous les jours. Voilà, de toute façon j'ai prévu une vidéo sur le jeûne intermittent qui arrivera plus tard. On recommence. Mais sinon, pas faire sur le long terme. Voilà, pas faire sur le long terme. Oui. Le poids est-il vraiment significatif? La balance n'est pas le seul juge dans ces cas-là. Il est nécessaire vraiment de pouvoir prendre des mesures. Alors au niveau du bras, au niveau de la taille haute, du nombril, au niveau de la taille bien sûr, et des cuisses. Alors je parle pour les dames. Moi je dis bien souvent que les mesures sont beaucoup plus parlantes que la balance. Je suis 100% d'accord avec ça, le poids c'est absolument pas représentatif, notamment si on prend le cas des sportifs, un sportif il peut être considéré comme en surpoids, alors qu'en soi quand on regarde son corps il est hyper musclé, hyper dessiné, tout simplement parce qu'il est lourd mais pas gras. Et moi c'est ce que je dis tout le temps à mes patients, le meilleur indicateur c'est les jeans, les pantalons, enfin les habits en général. Le sucre est-il réellement mauvais? Alors oui. Oui, je confirme, le sucre, c'est un poison. Mais c'est tellement bon. Oui, bien entendu. Un aliment plaisir, effectivement, mais pourtant, il va toucher, alors je parle du sucre blanc comme du sucre roux, il va en fait toucher tous les organes vitaux de notre organisme, le cœur, le foie, le pancréas avec le diabète bien entendu et les reins. Donc oui, à éviter. Donc en fait il faut manger le sucre mais vraiment de manière quand même rationnée et sans en abuser quoi. Alors il faut vraiment pas en abuser et il faut se dire que on va se faire plaisir et ça sera peut-être, moi je préconise toujours un repas joker dans la semaine. Alors attendez, on va faire en 2 parties. Première partie, je suis d'accord, le sucre c'est nocif dans le sens que ça atteint beaucoup d'organes comme elle a dit, mais également notre cher organe, le microbiote que j'adore,
où malheureusement nos bactéries responsables du surpoids, de l'obésité sont accros au sucre, et plus on leur en donne, plus elles en demandent au cerveau. Après, c'est pas vraiment le sucre que l'on va mettre dans notre gâteau qui est mauvais, parce qu'on arrive à le contrôler. Là où ça craint, si je peux dire, c'est le sucre caché que l'on retrouve dans le jambon industriel, que l'on retrouve dans les plats préparés. Enfin bref, vous aurez compris, c'est plutôt le sucre que l'on ne voit pas. Après, on écoute la suite. C'est-à-dire un repas dans lequel vous allez vous lâcher, aussi bien qualitativement que quantitativement. Vous allez vous faire plaisir. Cependant, faites-le plutôt le midi et pas le soir, bien entendu, puisque le soir on va se coucher en stock. Et jamais le même jour de la semaine, parce que si vous faites par exemple le dimanche parce que c'est le repas familial, et bien l'organisme, vous allez lui donner plus que de raison. Le lundi, vous allez un petit peu réduire, et lui, il va stocker tout ce que vous lui donnez le dimanche. Donc à ne jamais faire le même jour de la semaine. Alors, si vous me connaissez, moi je suis contre les cheat meals, tout simplement parce que ça crée, comme elle expliquait quand elle disait de varier de jours, ça crée une dépendance en fait. Donc moi je suis contre les cheat meals, ça crée une dépendance, et en fait on va trop avoir tendance à penser qu'à ce repas, moi je suis pour manger des choses plaisir quand on en a envie. Si vous avez envie d'un fondant au chocolat mardi soir, on peut manger le fondant au chocolat, il n'y a pas de souci à partir du moment où ça rentre dans l'équilibre. Mais je suis impérativement contre ce principe d'avoir un repas qui est énorme, où on met tout ce dont on a envie, parce que vraiment ça crée des privations toute la semaine, et ça crée un comportement qui va être de pulsion alimentaire. Si on s'autorise qu'un seul repas, où on va manger beaucoup, il faut comprendre que tout ce qu'on a envie, on va vouloir le mettre dans ce repas, et ça va faire une quantité astronomique, et en fait clairement on va être pas bien, on va être ballonné, machin. On continue. Peut-on espérer perdre du poids quand on ne tolère pas les légumes et les fruits? Alors les fruits et les légumes, c'est vraiment la base d'un rééquilibrage alimentaire, puisque je préconise que le rééquilibrage alimentaire, parce que c'est la seule procédure qui a été prouvée scientifiquement. Tout le reste, eh bien l'effet yo-yo, je reprends du poids plus. Alors franchement c'est bien, ça je valide, le rééquilibrage alimentaire plus. Après c'est possible de perdre du poids sans fruits et légumes, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est qu'en fait les fruits et les légumes, ce qu'il y a de bien, c'est que eux, contrairement à ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'aliments à forte densité énergétique, les fruits et les légumes c'est des aliments à faible densité énergétique. C'est possible d'en manger une grande quantité sans forcément que ça apporte beaucoup de calories. Ça permet en fait de forcément augmenter nos assiettes. On peut avoir l'impression d'avoir une assiette astronomique où on va trop manger parce qu'on a mis justement la moitié de légumes dans son assiette. Il y a plein de méthodes pour apporter les légumes, parce que souvent les gens qui n'aiment pas les légumes, c'est surtout qu'ils ont la flemme de les cuisiner. Il y a plein de techniques, commencer par des légumes surgelés, surgeler soi-même ses légumes parce qu'on les a préparés un jour. En fait il y a vraiment plein de techniques différentes, et il faut juste trouver la technique qui est adaptée. Si c'est de manger plus de légumes surgelés, il n'y a pas de problème. Si c'est de préparer tous les dimanches des légumes, de les laver, de les couper et de les surgeler pour pouvoir les utiliser la semaine, ça fonctionne aussi. On peut également préparer nos recettes à l'avance et les surgeler aussi pour avoir juste à les réchauffer au micro-ondes. Ça fonctionne aussi. En fait, il n'y a pas de règle du tout. Il faut juste trouver la manière qui est le plus adaptée à nous. Voilà. On continue. L'équilibrage alimentaire va se faire sur une plus longue durée, mais à contrario, votre poids sera stable. D'où l'importance d'arriver aussi, et je rejoins ma soeur dans ce sens-là, et elle a bien été briefée, je suis très fière d'elle. Elle a tout appris. De savoir que la phase de stabilisation est très importante. C'est ce qui va vous éviter d'avoir l'effet yo-yo, et vous allez avoir ce laps de poids entre plus de kilos et moins de kilos, où vous allez vraiment rester avec votre objectif de poids continu. Comment ne pas céder aux pulsions alimentaires l'après-midi? Je n'arrive pas à me contrôler. Alors là, il y a plusieurs possibilités. La procédure anti-grignotage que moi j'apprends à mes patients, c'est la priorité d'abord. À un moment donné, l'organisme hors repas, il confond j'ai soif, j'ai faim. Donc toujours débuter par un grand verre d'eau, parce que s'il est déshydraté, eh bien il aura besoin de ce verre d'eau. On attend un quart d'heure.
Ensuite, on change d'occupation obligatoirement parce que le cerveau, au bout de 2 heures, il s'ennuie ou alors il est surchargé au bout de 2 heures. Donc, peut-être qu'on regardait la télé pendant 2 heures, et bien on va se lever, on va aller marcher, on va peut-être boire, etc. Donc, on va changer l'occupation. Deuxième possibilité, au bout d'un quart d'heure, si toutefois l'envie est toujours bien présente, et bien là, on ira plutôt grignoter des fruits secs, amandes, noix, noisettes, noix de macadamia. Alors, beaucoup d'informations là. Pour le grignotage, c'est vrai, c'est possible de boire un verre d'eau, mais pour moi le plus important c'est de se demander pourquoi et d'observer la situation dans laquelle on grignote. C'est trop facile de se dire j'ai faim, je vais boire un verre d'eau, ça marche pas, au bout de 15 minutes je vais grignoter. Au moment où on a envie de grignoter, observer. Juste se mettre de recul et observer et se dire pourquoi j'ai envie de grignoter. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je m'ennuie? Comme elle l'a dit, c'est fort possible que ce soit l'ennui. Pourquoi? Vraiment juste pourquoi j'ai envie de grignoter. Si c'est la première possibilité, si c'est parce que vous avez faim, dans ce cas-là il faut revoir le reste de l'alimentation. Deux possibilités. Vous finissez votre repas, vous êtes complètement rassasié, mais par contre 2 heures après vous avez faim et du coup c'est ce qui va entraîner les grignotages. Pas de souci, il faut simplement prendre une collation. Une collation n'est pas du grignotage. Deuxième chose là-dedans, vous ne mangez pas suffisamment au repas et vous avez faim à la fin du repas. Et c'est là où il faut modifier ça, c'est qu'il faut toujours sortir de table en étant rassasié. Si après 20 minutes de repas vous avez toujours faim, c'est que vraiment vous avez toujours faim et qu'il faut que vous mangez plus. Donc ça c'est si vous avez faim. Si ça vient par ennui, il y a plusieurs méthodes. Ça va être de s'occuper les mains, d'aller sortir, d'aller faire un peu de ménage, de changer d'air. Il y a également aussi le fait que des fois on grignote parce que tout simplement on a envie de grignoter. On observe qu'on n'est pas bien et que le petit fondant au chocolat qu'on a fait hier, bah là vraiment on a envie de grignoter 2-3 cuillères. Juste c'est ok. Si vous avez observé pourquoi vous avez envie de grignoter, c'est ok de grignoter. Il n'y a pas de mal à avoir un petit grignotage par-ci par-là. C'est humain, il faut pas culpabiliser. Mais il faut bien se dire que si vous grignotez, vous ne culpabilisez pas s'il vous plaît. Ça ne sert à rien d'aller culpabiliser après. C'est pour ça que je vous dis de toujours observer pourquoi vous allez grignoter. L'eau citronnée à 4 heures et à d'autres moments de la journée, est-ce que c'est bon? Alors, l'eau citronnée le matin, on peut le privilégier dans le sens où il va falloir prendre un verre d'eau avec à température ambiante, premièrement. Je valide, et aussi il faut éviter l'eau chaude parce que souvent on a tendance à dire il faut boire de l'eau chaude avec du citron. Non, parce que l'eau chaude ça détruit les vitamines du citron, donc ça sert plus à rien. Parce que l'eau froide va faire éclater l'émail des dents. Et très bien aussi parce qu'on va s'hydrater dès le matin, donc on va casser le jeûne de la nuit, on va réveiller tranquillement nos cellules et on va réveiller tranquillement notre estomac, d'autant plus si on a besoin de boire du café de suite après. Donc oui, le matin, je le préconise. Alors, préférez soit les petites bouteilles de citron bio où on va mettre 2 ou 3 gouttes, quand bien même un citron bio et un demi-citron, le jus suffit. Je valide à 200%. En fait, ça va pas avoir vraiment un effet waouh. Ça permet de changer le goût de l'eau et c'est vrai que des fois le matin, clairement boire de l'eau ça peut être compliqué. Donc on peut rajouter du citron ou ça peut être de l'orange ou peu importe. Et en fait ça va quand même apporter des petites vitamines à votre corps, des minéraux et surtout ça va permettre de lancer la machine, de mettre la machine en route. Et elle l'a très bien dit, donc je suis vraiment hyper d'accord avec ça. Quelle est la différence entre bon et mauvais gras? Dans quels aliments se trouvent l'un et l'autre? Il existe les mauvais gras. Alors, on va d'abord débuter par les bons, ce sera mieux. Alors les bons, ce sont tout ce qui est huile végétale, d'accord? Donc l'huile d'olive pour l'assaisonnement et pour la cuisson, l'huile de colza uniquement pour l'assaisonnement. On va retrouver également le bon gras dans tout ce qui sont poissons et dans tous les produits riches en oméga, comme par exemple l'avocat, très riche en oméga, très satiétogène. Là aussi, à partir du moment où il n'est pas bombé de mayonnaise, c'est très bien dans l'alimentation, alors que beaucoup en ont peur parce que pour eux c'est trop gras. Oui, non, c'est du bon gras. Contrairement à tous les produits ultra transformés, bien sûr, de l'agroalimentaire. Alors, je suis d'accord en fait avec le principe de tout ce qu'elle a dit. Ce que personnellement je n'aime pas, c'est l'utilisation de bons et de mauvais gras parce que ça les met dans une case. C'est vrai qu'il y a des gras qui sont meilleurs que d'autres, tout ce qu'elle a dit, donc ça s'appelle les gras insaturés. Donc on retrouve les oméga 9, les oméga 6 et les oméga 3. Et à côté de ça,
on retrouve les acides gras saturés et les acides gras trans qui eux sont souvent décriés. Les acides gras saturés ne sont pas mauvais pour la santé. Ce qui est mauvais, c'est qu'il y en a trop. En fait, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, les acides gras saturés, quand on les mange de manière naturelle, il y en a de partout. Il y en a dans la viande, il y en a dans la charcuterie, il y en a dans les produits laitiers. Enfin bref, il y en a de partout. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas du mauvais gras. Ce qui est mauvais, c'est d'en manger trop. Et en fait, aujourd'hui, on en mange trop parce que ce gras, en fait, il permet de moduler des textures. Du coup, les industriels, ils l'utilisent à tire-larigot. Donc maintenant, dans les gâteaux du commerce qu'on achète, il y a des acides gras saturés. Dans les plats préparés, en fait, il y en a de partout. Et c'est ça qui est mauvais. Si on le prend de manière naturelle et qu'on le mange raisonnablement, ce n'est pas mauvais pour la santé. À côté de ça, il y a les gras trans. Alors eux, pour le coup, vous pouvez mettre mauvais, attention, alarme, tout ce que vous voulez. Les gras trans, c'est des gras qui sont transformés. En gros, c'est pas une manière naturelle, ça n'existe pas à l'état naturel, c'est utilisé uniquement par les industriels pour justement être utilisé en additif, si on peut dire ça. Des plats préparés où là, bien sûr, il y a du gras, il y a des additifs, il y a des conservateurs et c'est là où il faut être vigilant. C'est ce que moi j'appelle la balbouffe et qui contribue à la prise de poids. C'est vrai. Que penses-tu des produits light et 0%? Les produits light et 0%, il faut être très vigilant parce qu'à partir du moment où ils sont étiquetés light ou 0%, c'est parce qu'ils contiennent de l'édulcorant ou de l'aspartame ou du xylitol. Oui. Et il a été prouvé scientifiquement que ça donnait des tumeurs au cerveau. D'autant plus que consciemment, il a été prouvé également que parce que c'est dit light ou 0%, bah, au lieu d'en manger un, on va en manger 2 voire 3. Parce que c'est dit léger, donc on peut se permettre d'en manger plus. Non. Alors, je suis 100% d'accord avec ça. Par contre, fromage blanc à 20% de matière grasse, on va prendre du normal à 3%, c'est très bien. Je suis 100% d'accord avec ça. Le gros problème, c'est que tout ce qui est dit light, allégé, 0%, machin, il y a une transformation. C'est pas l'état naturel du produit, donc il va y avoir des ajouts de matière grasse, des ajouts de plein de trucs. Et par exemple, un chocolat qui est dit light, et ben il va être diminué en matière grasse par rapport à un chocolat normal. Par contre, la dose de sucre va être bien plus élevée parce qu'ils vont rajouter du sucre pour améliorer le goût. Il vaut mieux manger les choses à l'état naturel, enfin le moins transformé possible, et en manger de manière raisonnable, encore une fois. Bon bah écoutez, la vidéo est finie, j'espère que mes explications vous auront un petit peu aiguillé. J'ai essayé d'être vraiment le plus sincère avec vous, de vous donner vraiment mon avis, de vous donner ma manière de penser. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à me mettre un petit pouce bleu et dites-moi également votre avis en commentaire, franchement ça m'intéresse. Tant que ça reste gentil, courtois, poli, sinon je supprime. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce petit concept d'une vidéo par jour vous plaît. En attendant la vidéo de demain, cliquez ici pour regarder ma dernière vidéo et cliquez sur ma petite tête juste ici. Cliquez pour vous abonner. Je vous fais plein de bisous. Bye.